Donc je vais essayer de raccourcir un petit peu mon intervention, même si ce n'est pas vraiment ma spécialité de raccourcir les choses, mais on va essayer quand même. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui, vraiment ça va être très complémentaire avec l'intervention précédente, du concept d'intimité et de la façon dont on peut le penser aujourd'hui à l'heure du big data. Voilà. Puis j'illustrerai sur la question des objets médicaux connectés, même si je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, comme vous allez voir, de ces objets. Donc ça, c'est un imprimé écran d'une publicité qui vous donne un peu le ton de la tendance actuelle autour des objets de santé connectés. Donc ça, c'est une mutuelle qui, effectivement, fait la promotion de cette nouvelle façon de collecter de la donnée, puisque là, nous sommes vraiment, dans le cadre des objets de santé connectés, dans la collecte massive de données par des nouveaux objets que sont les capteurs, que sont les montres, que seraient nos téléphones portables. Et plus globalement, dans un cadre médical, aujourd'hui, on a des expérimentations sur des maisons qui sont entièrement connectées, où tout un tas de données sont recueillies. Donc, voilà, les objets connectés de santé sont un marché qui est en expansion de façon très forte. Alors d'un point de vue éthique, les objets biomédicaux connectés, en tant que tels, et j'insiste, en tant que tels, et non pas seulement selon leur usage, c'est-à-dire qu'en philosophie de la technique, soit on traite des usages, et c'est important de traiter de l'usage, soit on traite de l'objet technique en tant que tel, et ce qui détermine en tant que tel, indépendamment de l'usage qu'on peut en avoir. Voilà. Donc ma réflexion en philosophie de la technique se situe plus sur une vision essentialiste que d'usage, mais on peut croiser les deux. Et dans ce cadre-là, moi je vais traiter ici deux points qui sont liés à ces objets connectés. Le statut des données, on a beaucoup parlé ce matin, ça va me permettre d'accélérer sur cette partie-là. Et je vais peut-être un peu plus insister sur la façon dont les territoires de l'intimité se redessinent avec ces objets. Pour commencer, il nous faut opérer une distinction conceptuelle entre trois termes qui sont parfois employés de façon interchangeable, alors qu'il me semble qu'il y a un enjeu proprement éthique à les distinguer. L'intime, l'intimité et la vie privée. Voilà. Le philosophe Michael Fossel dit la chose suivante qui nous semble très pertinente. Le privé nous appartient alors que l'intime nous concerne. Donc, on va essayer de ne pas réduire intime et intimité à la vie privée, dans le sens où la vie privée est un concept qui est, et on l'a vu, délimité par le droit, principalement. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le registre de la vie privée, nous sommes dans le registre de la propriété. Nous sommes propriétaires de notre corps, nous sommes propriétaires de nos biens, nous sommes propriétaires de nos données, et il y a le respect de cette propriété qui est acquise par le fait qu'on doit respecter la vie privée de chaque individu. Et souvent, effectivement, la vie privée est opposée, vie privée ou espace privé est opposé à espace public. Donc, ce qui relève du privé relèverait de l'individu et de ses propriétés, et ce qui relèverait du public relèverait de ce qui concerne le social et le bien commun. Donc, la vie privée, il me semble que, comprise ainsi, n'est pas ni l'intime ni l'intimité. Alors l'intime n'est pas non plus l'intimité. L'intime, selon moi, est le lieu de l'expression indéterminée, et j'insiste sur le indéterminé, de la singularité de l'individu. C'est le lieu de l'insaisissable, c'est le lieu du non captable. On va parler de droit à l'intime, même s'il n'existe pas de façon formelle de droit à l'intime. Il existe droit à la vie privée, mais il n'existe pas de droit à l'intime. Mais je parlerai de droit à l'intime pour parler de droit de préserver ses désirs et ses sentiments du jugement social. C'est-à-dire, on parlera d'intime pour ce qui est soustrait au jugement social. La possibilité de soustraire nos désirs et nos sentiments d'un regard identifiant, d'un regard qui objectivise justement ses désirs, ses sentiments. Le concept de vie privée, rattaché à cette idée de propriété, est très objectivant, identifiant.
vous possédez et on essaye de préserver ce que vous possédez. L'intime, précisément, est ce qui ne va pas pouvoir être identifié et donc ne pas être capté. Là où les territoires de la vie privée sont dessinés par des biens, les territoires de l'intime se dessinent par des liens. Là où la vie privée est le lieu de la norme et de la propriété, l'intime est plutôt le lieu de l'expérimentation et du non captable. Dans l'expérimentation, dans le sens où c'est dans l'intime que l'on peut tisser des liens qui ne sont pas des liens attachés à des propriétés du moi. Donc, et ça c'est un peu peut-être un pas de côté par rapport à ce qu'on attend habituellement, mais une façon de priver un individu de son intimité, c'est de replier l'intime sur le privé, en quelque sorte de privatiser l'intime, c'est-à-dire d'entretenir une confusion fréquente entre les expressions multiples et indéterminées du moi, ce qui est de l'intime, et les propriétés du moi, c'est-à-dire ce que je donne à voir au jugement social et où je peux exercer un droit de protection. Voilà. Donc, la préservation de l'intime, selon moi, est un enjeu qui est proprement démocratique et qui est complémentaire à celui du respect de la vie privée. Voilà. Alors, l'intime n'est pas non plus l'intimité. L'intime, comme on l'a dit, c'est l'insaisissable, c'est le non captable, c'est l'indéterminé, c'est ce qui soustrait au jugement social, alors que l'intimité peut se partager et se partage. Et je dis même que l'intimité est toujours d'une façon ou d'une autre collective. Elle est collective parce que l'intimité, c'est une forme de décision prise par l'individu de partager une partie de son intime, c'est-à-dire de ce qu'il a décidé de soustraire, cette fois-ci au jugement social, d'un groupe, du couple, du foyer, d'une micro-société. L'intimité, ce sera ce que l'on a décidé effectivement de partager. Alors l'intimité, et c'est là où il faut être vigilant, ce n'est jamais le dévoilement absolu de l'intime de chacun. Sinon, on serait effectivement dans une sorte d'illusion de transparence où chacun pourrait se donner en vérité à l'autre dans toutes les dimensions de son existence, ce qui n'arrive jamais. L'intimité peut être considérée finalement, dans l'acception que je vous propose, comme un territoire frontière, c'est-à-dire comme un territoire qui se négocie entre l'intime et l'extime, entre ce que je veux soustraire du jugement social et ce que je veux partager avec un groupe, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le personnel et le social, entre le domaine privé et le domaine public. Lorsque l'on partage le territoire de l'intimité, nous ne partageons pas l'intime. Nous négocions une frontière entre plusieurs réalités. Donc ça, il me semble que c'est quelque chose qui va... Si je fais ces rappels-là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en arrière-plan. C'est des précisions conceptuelles qu'il faut qu'on garde en arrière-plan lorsque l'on va parler de l'éthique à propos des big data, et notamment des objets médicaux connectés. Qu'est-ce que l'on veut préserver lorsque l'on parle de big data? La vie privée, l'intime ou l'intimité? Position que je défends, c'est qu'il est absolument nécessaire de préserver l'intime, c'est-à-dire qu'à partir du moment, me semble-t-il, où les outils technologiques de collecte des données touchent à l'intime, alors il y a un enjeu démocratique très fort qui se joue ici et qui convient de discuter. Et l'intimité doit faire l'objet d'une négociation qui, elle, est collective. On peut choisir d'être sur Facebook. Faut-il encore que l'on ait consenti à y être? Collectivement, j'y reviendrai. Parce qu'individuellement, ça ne suffit pas, comme on l'a dit. Alors, l'enjeu éthique peut se formuler ainsi, après ces distinctions. L'intime et les territoires de l'intimité sont-ils soumis à la transparence exigée à l'ère des données? C'est-à-dire que lorsque nous, dans un contexte big data, c'est-à-dire un contexte de collecte massif, automatique et non ciblé des données, est-ce que l'intime et les territoires de l'intimité sont soumis, comme la vie privée, à la transparence? Est-ce que réduire la réflexion éthique à la seule protection de la vie privée, comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas hypothéquer tout le potentiel critique et constructif qui surgit des territoires, excusez-moi de la faute, des territoires de l'intimité?
car c'est des territoires de l'intimité, là où tout ne se dévoile pas au jugement social et à la pipolisation ou à l'exhibition, que se joue un potentiel critique. Et je crois qu'il faut maintenir ces espaces-là, qui sont des espaces à la fois critiques et constructifs. Alors j'en viens maintenant un petit peu au sujet de la journée. L'intime et l'intimité, mais peut-être aujourd'hui beaucoup plus l'intime que l'intimité, devient le lieu de protection des données. Des données, je dis bien des données, en tant qu'elles se disent data, par rapport à la discussion qu'on a pu avoir ce matin. C'est-à-dire des données brutes, des données avant qu'elles soient analysées, collectées, filtrées, mises dans des bases de données. Donc on peut penser, et aujourd'hui c'est la tendance, que l'intimité et l'intimité sont les lieux aujourd'hui privilégiés, les cibles privilégiées de production des data. Voilà. Et donc il faut qu'on s'intéresse de près aux conditions éthiques de cette collecte. Pour s'interroger aux conditions éthiques de cette collecte des données dans les territoires de l'intime et de l'intimité, il s'agit de s'interroger sur la place et le statut des données et sur la façon dont elles modifient les frontières de cette intimité. Et donc je pose cette question, et je ne donnerai pas de réponse, mais le phénomène Big Data contribue-t-il à créer ce que l'on appelle, ce que des philosophes, des psychiatres appellent une intimité collective? Alors comme je vous l'ai dit, pour moi l'intimité a toujours une forme collective, puisque c'est ce qu'on décide de partager de notre intime dans un groupe, dans une société. Mais ce concept d'intimité collective, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise la société Big Data, et que l'enjeu, et je vais déjà dire un petit peu mes conclusions, l'enjeu, ça va être de définir collectivement les conditions éthiques qui permettent cette intimité collective. Parce qu'aujourd'hui, elle est subie. Cette intimité collective, elle est de fait. C'est-à-dire que nous sommes effectivement, on a parlé de Facebook, c'est un grand réseau d'intimité collective, où effectivement, des informations relevant de certains territoires de notre intimité, ça peut être le couple, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être la famille, sont mis en partage sur un réseau et donc deviennent collectifs. Et avec les objets connectés, on va dépasser largement ce potentiel des réseaux sociaux, puisqu'avec les objets connectés, on ne va plus être sur une action volontaire, comme sur un réseau social, où vous décidez de poster certaines données. On va être sur de la collecte non ciblée et automatique et permanente. Donc on va, si vous voulez, on passe vraiment à un autre niveau avec les objets connectés. Donc le big data, c'est un phénomène quantitatif que vous connaissez bien, on en a parlé ce matin. C'est évidemment une masse incommensurable par rapport à ce qu'on a connu de données qui sont collectées. C'est aussi, ce n'est pas simplement un phénomène quantitatif, c'est aussi un phénomène qualitatif qui se caractérise par le statut nouveau des données dans la recherche, dans la communauté scientifique et à l'extérieur. Muriel Montbriand en a parlé très bien ce matin. Et Philippe Abouyel a aussi montré très bien que les big data, c'est aussi des méthodes, des infrastructures, des technologies qui coûtent, c'est des compétences qui sont nécessaires et que ça change considérablement les choses. Alors, donc je vais pas aller plus loin sur big data de façon générale, mais il y a en gros 5 enjeux à propos des big data. Il y a 5 enjeux, je voulais en traiter 2, finalement je vais en traiter qu'un, parce que j'ai pas le temps de traiter les 2, mais bon, il y a le premier enjeu qui est un enjeu épistémologique, on en a beaucoup parlé. Quel modèle épistémologique pour accompagner le big data? Nous voyons bien que nous mutons dans le cadre de la recherche scientifique vers effectivement un modèle standard, un paradigme dominant méthodologique qui était celui de la démarche hypothético-déductive, vers un autre paradigme dont on a du mal à le qualifier, qui est un paradigme peut-être prémoderne dans la science, qu'on pourrait qualifier d'empirico-inductif, dans lequel l'hypothèse n'est plus première, mais est la conséquence d'un empirisme radical qui consiste à collecter le maximum de données. Donc effectivement, nous voyons vraiment une mutation épistémologique dans la recherche. Et se pose également, derrière ça, on en a aussi parlé un petit peu ce matin, des questions d'intégrité scientifique,
très fortes. On a parlé un peu de la publication, mais ce n'est pas les seuls sujets. Des questions de qualité de la connaissance générée à partir des données massives, voilà, avec peut-être cette croyance selon laquelle plus nous avons de données, plus les connaissances qui en sont extraites seront robustes, objectives, alors que ce n'est pas du tout vrai, on le sait, et on l'a vu ce matin aussi. Donc des enjeux épistémologiques. Des enjeux déontologiques, ici, il y a les questions de la confidentialité, on en a parlé avec Frédéric Le Saunier avant, du respect de l'intime et de la vie privée, donc là, moi, j'aborde surtout la question de l'intime, et puis, évidemment, la question du consentement et du droit de ne pas savoir dans une société où partout, tout pousse, notamment l'infrastructure technologique, à une injonction à savoir, et donc la possibilité de ne pas savoir devient quasiment, aujourd'hui, impossible. Les enjeux socio-économiques, j'en parlerai pas aujourd'hui non plus, des enjeux culturels et des enjeux environnementaux. Donc, sur les enjeux épistémologiques, je passe rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé déjà ce matin, avec cette idée d'un nouveau modèle épistémologique. Simplement, je voudrais insister sur cette définition des big data pour montrer où naissent les enjeux éthiques. Les enjeux éthiques, me semble-t-il, à propos des big data, naissent finalement du croisement entre trois dimensions de la démarche: la dimension technologique, la dimension scientifique et la dimension culturelle. Voilà. Il semble qu'on a eu plusieurs, on va dire, vagues big data. La première, c'était une vague technologique, c'est-à-dire on a beaucoup parié sur les nouvelles infrastructures de collecte des données, en génétique notamment sur les différentes générations de séquençage au débit. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit plus de collecter des données, de les mettre dans des bases de données. Il nous faut des outils scientifiques pour les analyser. Et là, les modèles statistiques, les modèles d'analyse qui sont derrière, il faut qu'ils rattrapent un petit peu l'avancée technologique parce qu'on n'a pas encore les moyens d'analyser ces grandes masses de données. Et puis culturel, dans le sens où il y a quand même cette croyance, on parlait d'intention ce matin, selon laquelle des grands ensembles de données offrent une forme supérieure d'intelligence par rapport à la démarche qui était celle où on partait du cadre théorique, de l'hypothèse, pour ensuite établir un plan expérimental et confronter les hypothèses à ce plan expérimental, à l'observation. Voilà. Donc, il y a une forme de croyance en un nouveau rapport au savoir qui serait supérieur à un. Voilà, donc ça, j'ai un peu dit tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ce que l'on appelle des données, c'est vraiment l'enjeu épistémologique majeur. Dans l'histoire des sciences, en épistémologie, on a eu ce débat à propos des faits en lien avec les théories. Qu'est-ce qu'un fait par rapport à une théorie? Bon, c'est la même chose aujourd'hui avec la donnée. Il y a deux interprétations, effectivement, celle des big data, c'est-à-dire où la donnée est data, c'est qu'un signal. Et donc, ça part d'une démarche a prioriste, d'une démarche agnostique, où il y a une forme de décontextualisation de la collecte, contre une autre interprétation où jamais la donnée ne nous est donnée. La donnée n'existe pas, la data n'existe pas. Elle n'existe que dans les territoires de l'intime et de l'intimité, mais à partir du moment où nous l'extrayons, où on la capte, où on la filtre de ce territoire-là, elle n'est plus data. Elle devient autre chose, elle devient la matière d'un fait, comme on dit en philosophie des sciences, c'est-à-dire quelque chose qui est pris dans un cadre interprétatif et qui dépend d'hypothèses d'arrière-plan qui sont très fortes. Donc ça, voilà, je passe rapidement. Simplement pour dire que dans la distinction des concepts, il est très important de ne pas confondre données, ce qu'on appelle données data, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe quasiment jamais, sinon dans les territoires de l'intimité qui doivent être négociés, avec l'information qui est déjà une forme d'interprétation de la donnée. À partir du moment où vous mettez une donnée en forme, quelle que soit cette forme, et la plupart du temps c'est en forme dans un tableau Excel ou plus généralement dans une base de données, alors ça devient une information, ce n'est plus une data. Cette information, si vous lui donnez un sens, certains ce matin ont parlé de pertinence, ce qui est encore un peu autre chose, mais si vous lui donnez en tout cas un sens et une cohérence, elle deviendra une connaissance. Et cette connaissance, si vous avez la capacité à l'organiser avec d'autres connaissances, de faire dialoguer des connaissances pour l'action dans un contexte donné, alors vous parlerez de savoir, de savoir-faire.
Et vous voyez que le chemin de la data au savoir ou au savoir-faire est long, et il ne va pas du tout de soi. Donc aujourd'hui, nous sommes plus dans un contexte big ficta que big data, ce qui a toujours été. Voilà. Donc la vigilance ici est de reconstruire collectivement l'histoire de la donnée, ce que j'ai appelé une phénoménotechnique de la donnée, en référence à la phénoménotechnique des objets de Gaston Bachelard, c'est-à-dire cette capacité que l'on aurait de ne pas avoir d'illusion sur l'itinéraire technique, scientifique de la donnée, du moment où elle n'est plus data jusqu'au moment où elle devient connaissance ou savoir, et de bien comprendre toutes les étapes qui permettent de construire ces savoirs. Alors, donc ça c'était pour montrer que comment l'intimité pouvait être le territoire de collecte des datas, mais que ces datas finalement, elles sont vite dépassées en tant que data, et qu'il convient véritablement de discuter de cet itinéraire qui les transforme. Alors, si l'intimité, comme je le pense, est le lieu de la production des datas, et non pas des savoirs ou des connaissances, et que ces datas deviennent ficta à partir du moment où on cherche à les capter, alors automatiquement, effectivement, nous rentrons avec les big data, ce que l'on appelle les big data, dans une forme d'intimité collective. Prenons l'intimité collective comme un fait et essayons de voir, d'être attentifs à plusieurs conditions qui permettraient d'avoir une conception éthique de cette intimité collective. Donc on a parlé précédemment des conditions juridiques de la protection des données. Moi je pense qu'il y a des conceptions aussi éthiques que l'on doit avoir de ces questions-là, de l'intimité collective. Bon, là j'en cite 4 que je ne vais pas développer, mais la première, évidemment, c'est le consentement à la négociation pour étendre la sphère d'intimité qui est la mienne, qui est la nôtre, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser à un moment donné le devenir des données que je choisis, que je consens à collecter dans une sphère donnée, c'est-à-dire que je peux consentir à ce que mes données dans la sphère, par exemple, de ma famille soient collectées, mais dans ce cas-là, ça doit faire véritablement l'objet. Les frontières de cette collecte doivent faire l'objet d'une négociation dans laquelle je suis un acteur majeur. Donc maîtriser le devenir des données, c'est une première condition. Préservation de l'intime, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des outils technologiques de collecte qui ne permettent plus de préserver ce qui, chez l'individu, est le non captable et le non saisissable, et ce qui est de l'indéterminé, ce qui est soustrait et qui doit être soustrait au regard objectivant, identifiant, au jugement social, à partir du moment où on a des objets qui permettent de rentrer sur ce territoire-là, alors là il y a un enjeu, il y a une condition éthique fondamentale qui est celle de la préservation de l'intime qui n'est plus respectée et qui, à mon avis, est très problématique. Pour que nous soyons dans une conception éthique de l'intimité collective, je crois qu'il faut partager un commun. Ce commun, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça peut être un projet de société, ça peut être une certaine conception de la technologie, ce commun, ça peut être une certaine conception aussi de la liberté de chaque individu, mais en tout cas, derrière cette intimité collective, il doit y avoir une discussion politique, une discussion démocratique sur quel commun nous voulons, et est-ce que le commun aujourd'hui se dessine simplement par les outils techniques, technologiques, qui font que nous sommes en commun, nous sommes ensemble, cette intimité collective contrainte par la technologie, qui est celle actuelle, ou est-ce qu'on peut avoir un commun qui soit plus positif, dans lequel nous sommes plus proactifs, en tout cas pour le dessiner. Et donc ça, c'est, me semble-t-il, une des conditions éthiques pour l'intimité collective. Et enfin, Frédéric Le Saunier en a un peu parlé, c'est la question de la maîtrise des objets ou des dispositifs qui médiatisent l'intimité collective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes dépossédés de la possibilité d'agir sur les dispositifs de collecte, d'analyse des données, qui sont de plus en plus spécialisés et très techniques, c'est très efficace aussi. Et comment allons-nous maîtriser effectivement ces objets-là, à partir du moment où nous sommes équipés de capteurs, où notre maison est équipée de capteurs, quelle maîtrise avons-nous sur ces objets, sur leur devenir, sur leur mise à jour, sur leur amélioration?
On voit ce qui se passe avec le téléphone portable. Évidemment, on peut des générations qui sont très rapides de téléphones portables, où nous devenons de moins en moins maîtres de ces objets, mais de plus en plus consommateurs d'applications. On peut imaginer que pour ces techniques, ces objets connectés, ce sera le cas aussi. Voilà, donc c'est le caractère négocié des territoires d'intimité qui peut nous permettre de penser une forme d'intimité collective et de respecter ces conditions. Et il y en a bien sûr d'autres. Bon, j'ai déjà dépassé mon temps. Je voulais juste illustrer sur la question du consentement. Évidemment, ici, il y a un gros travail conceptuel à faire pour... ça a été fait déjà par le passé dans un autre contexte, mais pour renouveler notre définition du consentement. Je crois que ça devient... Avec les objets connectés, les objets médicaux connectés, ça va devenir quelque chose d'obligatoire. Ça l'est déjà avec le séquençage au débit comme test génétique, mais je crois que ces deux phénomènes qui participent du phénomène plus global qui s'appelle Big Data nous obligent à repenser le consentement. Voilà, et je pense que le consentement... bon, évidemment, il faut élargir cette notion, son champ d'application est plus large et plus flou aussi. L'étendue d'un test ou l'étendue de données qui sont collectées par des objets connectés est immense et bien sûr non ciblée. Donc là, on ne respecte pas du tout le caractère de la pertinence d'une donnée, bien entendu. Son objet devient multiple, le test en question, ou l'objet connecté qui est fait pour connecter le nombre de pas, mais qui va aussi pouvoir collecter plein d'autres données. Sa temporalité, évidemment, qui n'est plus synchronique, c'est-à-dire vous ne faites plus effectivement une consultation ciblée pour telle chose, mais qui devient diachronique, c'est-à-dire vraiment qui s'étend dans le temps. Donc nous avons la notion de consentement qui éclate. Et peut-être que l'enjeu, il est de déplacer la notion de consentement de l'individu vers la société pour coproduire la pertinence de nouveaux savoirs. Et moi, je pose cette question, a-t-on l'occasion aujourd'hui, dans notre démocratie, de consentir collectivement à l'utilisation de telle technologie ? Je ne crois pas. C'est-à-dire que nous sommes toujours sur leurs usages et en essayant de poser des cadres juridiques, voire éthiques, sur l'usage de ces technologies. Et on nous demande de consentir ou pas à leur usage, mais a-t-on peut-être le droit de définir un projet commun où on consentirait collectivement ou pas à l'utilisation dans le domaine médical par exemple, aux objets connectés. Ça, c'est une question qui me relève d'un enjeu, me semble-t-il, un enjeu démocratique très fort. Voilà. Bon, je vous remercie. Désolé d'avoir été un peu rapide.